Professeur François, vous avez la parole. Merci, Robert, et bonjour à tout le monde. Le projet que euh, nous proposons est intitulé comme suit: classe moyenne féminine et demande de services de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest, avec une application sur 4 pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et le Burkina et le Bénin. Alors, ce qu'il faut dire à l'entame, c'est que nous avons, depuis ces dernières décennies, observé au niveau de la création de richesses dans la zone. Pour illustration, lorsque nous prenons des pays comme le Bénin et le Burkina, le PIB moyen par habitant a quasiment doublé entre la décennie 90 et 2000. Lorsque nous prenons le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce PIB moyen a été multiplié par au moins la venue cette dernière décennie. Alors, lorsqu'on s'intéresse à un des canaux par lesquels les ménages ou les individus profitent de cette création de richesse, le marché du travail, ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, les femmes, notamment celles dotées en capital humain, arrivent à évoluer dans des tranches du marché du travail qui sont relativement rémunératrices et qui permet à ces femmes de rejoindre ce que nous appelons la classe moyenne. Les deux graphiques que vous avez à droite nous montrent que pour l'instant, les femmes sont beaucoup plus occupées à des emplois informels. On le remarque d'ailleurs dans les 4 pays, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, le taux d'emploi est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Lorsqu'on prend le marché les emplois informels, rappelez que le taux d'emploi ne va rien d'autre représenter que la capacité d'une économie à valoriser ses ressources productives en emploi, et que c'est le ratio entre les femmes occupées et la population en âge de travailler qui est dominé dans la plupart de ces pays par les femmes. Par contre, lorsqu'on regarde le segment des emplois formels, c'est un segment qui est beaucoup plus dominé par des hommes. Un segment donc qui va demander beaucoup plus de stock de capital humain pour accéder aux tranches beaucoup plus rémunératrices. Notons juste que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le taux d'emploi passe du simple au double lorsqu'on passe des femmes aux hommes, mais cet écart est beaucoup plus criard et grand dans les deux autres pays, le Burkina et le Bénin. Alors, ce qui nous intéresse, c'est, in fine, quelle va être l'implication de ce bruissement, cet essor de la classe moyenne féminine que nous observons dans la région, sur la demande en un bien spécifique qui est le service de garde d'enfants. Et notre hypothèse à nous, c'est que cet essor de la classe moyenne se traduira naturellement par une hausse de demande de services de garde d'enfants qui s'accroît lorsque les femmes sont de plus en plus occupées sur le marché du travail. Il convient de rappeler que cette notion de classe moyenne est définie comme étant une classe composée d'individus compris entre la tranche de la population pauvre et celle aisée, mais minoritaire. Nous avons deux auteurs, Banerjee et Esther Duflo, qui nous ont aidé à comprendre ce phénomène, qui donne une définition absolue de la classe moyenne, constituée de personnes, d'individus dont les dépenses en consommation aussi entre 2 $ et 10 $. Nous avons d'autres auteurs qui en donnent une définition beaucoup plus relative. Birdsall, Graham et Pettinato nous disent que c'est en fait une classe constituée d'individus dont le revenu aussi entre 75% et 125% du revenu médian. À partir de cette question qui nous intéresse, nous sommes donnés comme objectif d'analyser l'implication de l'essor de la classe moyenne féminine sur la demande en bien spécifique de garde d'enfants dans ces 4 pays, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et de façon spécifique, nous essayons de mesurer le poids dans la classe moyenne, le poids de la classe moyenne féminine
dans ces 4 pays et d'identifier les déterminants qui expliquent que la transition se fasse de classe inférieure vers cette classe dite moyenne pour le segment des femmes. Nous essayons également d'analyser, de comprendre le fonctionnement du marché de services de garde ainsi que ses différentes composantes. Nous nous intéressons aussi, compte tenu de la contrainte du budget des femmes appartenant à cette classe moyenne, de voir quelle est la sensibilité de la consommation de services d'éducation et de santé affectés aux enfants par rapport au coût des garderies. Et enfin, d'identifier les modèles qui fonctionnent les mieux pour la fourniture de services de garde d'enfants à différentes catégories les résultats auxquels on s'attend et impact sont les suivants. Au niveau national, nous attendons à une meilleure prise en compte des femmes impliquées dans le marché du travail, dans la définition des politiques publiques en faveur des femmes dans les 4 pays. Nous attendons également à ce que le débat soit alimenté sur la mise en œuvre d'un système de garde d'enfants dans chacun de ces 4 pays. Nous attendons également à une proposition d'éléments clés de modèles efficaces de services de garde dans ces 4 pays et de sorte à desserrer la contrainte que les femmes vivent, qui est de concilier le marché du travail et les travaux domestiques dont la garde d'enfants en est une composante. Au niveau régional, nous pensons que le débat devrait avoir une portée beaucoup plus élargie à la faveur des évidences empiriques qui seront mises en exergue. Et comme outcome, nous pensons que l'utilisation du service de garde d'enfants peut être un outil privilégié pour la promotion de l'autonomisation des femmes dans chacun de ces 4 pays. De même, cette utilisation du service de garde d'enfants peut être également un outil privilégié lorsqu'on prend en compte la plupart des pays de la zone. Nous comptons avoir comme stratégie de dissémination et d'appropriation des résultats dès le départ, de nous appuyer sur l'Observatoire de la femme et de la famille et de l'enfant au Bénin, le ministère de la Femme au Burkina et au Bénin, au Burkina et au Sénégal, l'Observatoire national de l'équité et de la genre, et du genre, autant pour moi, en Côte d'Ivoire. Les acteurs seront impliqués dès le début du processus et la dissémination peut se faire sous forme de partage de résultats préliminaires, de résultats provisoires et finaux par le canal de réunions informelles, formelles, d'ateliers scientifiques, de séminaires, conférences, mais également l'utilisation des réseaux sociaux et médias. Notez que nous avons 2 doctorantes qui sont impliquées dans ce projet et avec comme output également 2 thèses attendues. La mise à l'échelle, pour nous, pourrait s'appuyer sur le renforcement des capacités des chercheurs et de formation des équipes des différents partenaires aux méthodes et en conduit aux résultats, l'inclusion des décideurs dès l'entame du processus, l'utilisation des résultats de la recherche pour orienter ou étendre ou améliorer les politiques en faveur de l'autonomisation de la femme qui pourrait être également adaptée au contexte de l'essor de la classe moyenne féminine, en particulier les femmes. Je vais donc passer la parole sans plus tarder à un de nos partenaires en charge de la stratégie d'autonomisation ici au Sénégal, M. Mohamed Ndiaye. Oui, Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît, si en 2-3 minutes, vous pouvez nous brosser un peu le tableau, sachant que dans le cadre de la présentation du CRES, nous avons eu un aperçu des priorités nationales. Bien, merci beaucoup, M. Flaubert, pour ce mot introductif. Je remercie quand même la coopération canadienne au nom de l'État du Sénégal, parce que nous savons tous, la coopération canadienne a une politique internationale très féministe et encourage beaucoup les initiatives qui militent en faveur de la parité de genre. Et sous ce rapport-là, nous avons bénéficié récemment de la coopération canadienne, un appui déterminant dans notre atelier portant actualisation du plan d'action prioritaire de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Je ne vais pas revenir dans les détails comme vous l'avez déjà en aperçu, juste pour dire un premier résultat qui apparaît de ce que je vois et de ce que je vis dans le cadre de cet atelier conjoint de lancement de corps de projet du CRD. Comme résultat que j'appréhende tout de suite et maintenant,
c'est la nécessité de mettre en évidence le service de garde d'enfants dans le processus d'autonomisation économique des femmes. Il est 16 heures. Nous avons élaboré la stratégie nationale à partir d'un processus très inclusif, très participatif de tous les acteurs de l'écosystème. Mais j'avoue, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on manquait un peu cette mise en évidence de la problématique de garde d'enfants dans le processus d'autonomisation. C'est pour ça d'ailleurs que je dis, ici nous avons là un premier résultat, des perspectives d'études que j'anticipe en l'actualisant tout de suite et maintenant dans le cadre du document de stratégie nationale pour l'autonomisation économique. Évidemment, le compartiment qui va absorber cette dimension est déjà balisé dans le dossier, parce que dans le document de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, il est entre autres questions, au-delà du diagnostic qui a été fait et qui est révélateur d'un certain nombre de carences, de manquements liés notamment à l'éducation et à la formation des femmes, à leur financement, à leur santé, pour capter notamment le dividende démographique. Il y a également les questions liées à la lutte contre la pauvreté ou au piège de la pauvreté qu'il faut adresser. On identifie un certain nombre de déterminants liés à la culture et à la gouvernance si nous souhaitons véritablement connaître des avancées sur cette problématique de l'autonomisation économique des femmes. Donc, bref, le tableau qui a été dressé est plus ou moins similaire un peu partout dans le monde. Et c'est les mêmes questions qui reviennent, mais la dimension de l'enfance, il fallait quand même l'appréhender et l'articuler aisément. C'est vrai, au niveau du ministère, nous avons la stratégie nationale de protection de l'enfant. Nous avons la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Et tout récemment, donc, on a mis en place cette stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Et force est de reconnaître que cette stratégie n'avait pas suffisamment mis en exergue la problématique de garde d'enfants pour renforcer l'autonomisation économique des femmes. Il est vrai que dans ce diagnostic que nous avons partagé, les femmes, le marché du travail, le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes a été bien appréhendé. Également, les femmes qui, près du tiers des femmes actives au Sénégal, en tout cas, travaillent comme aide familiale et généralement rémunérée. Ça, c'est un constat qui a été fait. Et le temps de travail domestique moyen par semaine aussi a été analysé entre hommes et femmes. Et ce qui apparaît entre 20 et 40 ans, les femmes consacrent en moins 35 à 47 heures par semaine au travail domestique, contre moins de 5 heures pour les hommes. En moyenne pour les femmes, de 20 ans à 50 ans, contre 25 à 40 heures pour les hommes. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par le sous-emploi. Et les femmes travaillent donc plus que les hommes au total, mais l'essentiel de leur travail concerne des tâches domestiques et n'est pas rémunéré. Le professeur Cabral a évoqué tout à l'heure une question importante, la question de la classe moyenne féminine. La classe moyenne féminine. Il a défini le concept. Il a par ailleurs fait une corrélation entre l'évolution de la classe moyenne, spécifiquement féminine notamment, et la consommation de services de garderie d'enfants. Parce qu'il y a une forte corrélation. Et c'est là où on va démontrer la nécessité de libérer du temps pour la femme pour qu'elle soit davantage autonome. Et la libération de ce temps se traduira par l'accès à des services de garderie d'enfants. D'accord. Le projet de cette étude que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Et évidemment, nous allons d'ores et déjà, pour ne pas trop monopoliser la parole, s'atteler à articuler dans la stratégie nationale pour l'autonomisation économique une fenêtre dans le véhicule de la protection sociale qui porterait sur la garderie d'enfants. Parce que quand même, c'est ça qui fera le pont entre cette stratégie-là et la stratégie nationale pour la protection de l'enfant. Et donner davantage de cohérence à la politique en matière de protection des groupes vulnérables de manière beaucoup plus générale. Voilà un peu l'économie de ce document que je souhaiterais partager dans les moindres détails, mais le temps n'étant pas très favorable à cet exercice, en effet, je remettrai à M. Cabral
le dossier qu'il pourra partager avec l'ensemble des parties prenantes de cet atelier. Et je vous remercie. D'accord. C'est nous qui vous remercions grandement, M. Ndiaye.